Hello les amis du 7e art, bienvenue sur Hors-Champ pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on reçoit Joshua Hotz et merci aussi à l'Atelier d'Ivoire qui nous reçoit aujourd'hui à Genève dans ses magnifiques locaux. Bienvenue Joshua, merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc Joshua, il est régisseur, réalisateur, concepteur multimédia, un homme aux 1000 casquettes on peut dire, qui est actif dans le cinéma suisse. Donc il est né en 1986 à Madagascar et adopté à l'âge de 9 ans par une famille ici en Suisse. Il a grandi à Neuchâtel avant de rejoindre Lausanne, où il a fait l'ERACOM, puis l'ECAL. Et il a fondé Niri Studios durant ses études, justement, à l'ECAL. Depuis, il navigue entre la régie, ce métier un peu invisible du cinéma, pour participer à des tournages où il est actif. Et il réalise aussi ses propres films, des courts-métrages notamment intimes, où il partage aussi des expériences cinéma communautaires, et notamment pour le Kino Festival, pour différents projets pour ce festival-là. Aujourd'hui, on va parler de sa trajectoire, de tout son parcours, de ses doutes, de ce qui l'anime dans le cinéma. Et tout ce qu'il peut apporter aujourd'hui grâce à son expérience dans les projets qu'il construit et qu'il réalise. Donc voilà un petit peu pour te présenter. Mais je t'invite peut-être à compléter ce que je viens de dire en nous partageant peut-être encore d'autres informations par rapport à toi et qui tu es en quelques mots, en plus de ce que je viens de dire. Oui, merci. Donc j'enseigne également. J'enseigne au CEPV à Vevey, donc au Centre d'enseignement professionnel de Vevey. Donc j'enseigne la vidéo et le cinéma, ainsi que le storytelling. Voilà, pour compléter. Et les jeunes que tu formes, ils ont quel âge environ ? Ça va de 15 à 30. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est assez large, mais donc c'est une palette de jeunes qui ont plus ou moins déjà de l'expérience en vidéo ou pas du tout. Donc ils apprennent les bases, je leur montre comment tenir par exemple une caméra, comment tenir la perche, comment enregistrer, faire le montage et surtout raconter des histoires, c'est le plus important justement, raconter des histoires. Et tu as toujours eu ce côté pédagogique par rapport au cinéma ou c'est venu petit à petit quand tu as commencé à te former par exemple ? C'est venu petit à petit. J'aime bien dire que j'ai commencé vraiment quand j'étais au lycée. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à des cours de vidéo, des cours facultatifs. Et je me suis pris au jeu et j'ai commencé à faire avec mes cousines. Elles étaient toutes petites, elles avaient 8-9 ans. On avait fait des petits films. Voilà, on avait fait des films et tout. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est trop bien en fait de faire avec les enfants, de travailler avec les enfants, de raconter des histoires avec les enfants et faire des films avec les enfants, c'est trop bien. Et petit à petit, je me suis dit, comment est-ce que je peux aussi allier cinéma, donc vidéo, et la pédagogie, on va dire, donc le fait d'apprendre aux enfants, en fait, ça. Donc voilà, c'est venu au fur et à mesure, oui. Et comment aujourd'hui, le fait que tu aies été adopté à l'âge de 9 ans, ça t'influence dans les projets que tu mets en matière aujourd'hui, que ce soit pour toi ou pour les jeunes que tu formes ? Ouais, donc c'est raconter en fait ses propres histoires, à travers son passé, ses souvenirs, etc. Et c'est d'être, on va dire, original. C'est-à-dire c'est ça qui rend en fait chaque histoire originale et pas juste de copier et coller en fait des choses qu'on a vues sur internet ou etc. Ouais. Donc toi, tu as toujours aimé ça. En fait, ça s'est déclenché quand tu es venu en Suisse. Ou déjà, quand tu te souviens dans ton enfance à Madagascar, tu avais déjà cette envie de raconter et de créer. Comment ça s'est développé ? Alors, à Madagascar, c'était plutôt le fait d'expérimenter. Expérimenter les choses, expérimenter en fait sur... T'as coup de dire, si je fais ça, il y aura une conséquence. C'est vrai que, par exemple, on jouait beaucoup. On jouait beaucoup avec les copains, dehors. Et le fait d'expérimenter ça, c'était hyper bien. Et puis, on avait aussi la possibilité de voir des films. Donc, on avait quand même une télévision, donc on pouvait regarder des films. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était des films, des films européens. Donc, il n'y avait pas de film malgache. C'était des films européens, des histoires qui venaient d'ici, d'Europe. Et nous, on se projetait aussi. On est gamin, on se projette dans des films. On regardait Inspecteur Derrick, je me souviens. Inspecteur Derrick. C'était un peu ma référence, Inspecteur Derrick. Et on a grandi avec Inspecteur Derrick, en fait. Et il y a plein d'histoires, en fait, quand moi, j'étais petit, je voyais tout ça. Et je me dis, mais
petit à petit, je me dis, mais pourquoi en fait pas raconter des choses? J'ai vécu ça, je vais raconter ça, en fait, ouais. Petit à petit, ouais. Et quand tu arrives en Suisse, après, tu te dis, tiens, j'ai envie de me professionnaliser là-dedans. Puis c'est pour ça que l'ERACOM, c'était indirectement lié au cinéma. Donc, en quittant l'ERACOM, tu savais, en allant à l'ERACOM, tu savais déjà que tu voulais faire les cales après, ou ça, c'est venu aussi en cours de route pour toi? Alors, c'est venu en cours de route. C'est intéressant parce qu'au début, je m'intéressais beaucoup à l'image. Mais j'ai commencé d'abord par la bande dessinée. Alors, ça, il y a peu de gens qui savent ça, vous êtes les premiers à savoir, mais j'ai commencé par la bande dessinée. Donc, à dessiner dans des cases. Comment raconter, en fait, une histoire à travers, justement, tu dis, j'ai 15 cases. Comment j'arrive à raconter une séquence à travers 15 cases? Et je me dis, j'ai fait ça sur une année, c'était hyper bien, on avait notre bande dessinée. Et je me dis, j'allais plus loin. C'est-à-dire comment raconter avec, justement, le film. Et je me suis inscrit à un cours vidéo cinéma, et on a raconté justement, on a fait des petites expériences avec la caméra, on a écrit les petits scénarios, et petit à petit, entre guillemets, je me suis posé la question de comment, si je raconte ces histoires, mais j'ai envie de raconter, de connaître un petit peu tout l'envers du décor. C'est comment est-ce qu'on écrit une histoire, comment est-ce que, on tient une caméra, comment est-ce qu'on tient une perche, etc. Comment est-ce qu'on fait le montage. Et petit à petit, il y a des écoles, et je me dis, mais pourquoi pas, en fait, l'ERACOM, qui eux aussi, ils forment. Alors là, on était déjà dans le monde de la communication. Donc, ils forment des professionnels de la communication. Et j'avais toujours en fait dans l'idée d'aller faire une école de cinéma, de raconter encore plus d'histoires. L'ERACOM, c'est un peu plus la communication, la publicité, mais j'avais toujours en tête l'idée de raconter des histoires. Et en parallèle de ça, j'avais toujours l'envie de pouvoir transmettre en fait aussi. Donc, de transmission, j'étais toujours à l'aise donc avec les enfants, avec les jeunes, et j'avais envie de transmettre en fait ces connaissances-là. Donc, tu as finalement toujours un petit peu transmis en parallèle de ton cursus à toi, tu transmettais aussi aux jeunes. Oui, exactement. Ouais. Génial. Je savais pas que l'ERACOM justement faisait ça, la communication, ça c'est super. Et du coup, après, à l'ECAL, là, tu as pu approfondir tes connaissances peut-être plus techniques du cinéma, par rapport au cinéma, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc là, à l'ECAL, c'était plutôt technique et technique d'écriture, la gestion d'une équipe, gestion de production, et puis réaliser des films. Et là, on avait justement à disposition tout le matériel. On avait aussi des castings. On pouvait travailler avec d'autres écoles de théâtre, etc. Donc, c'était vraiment un bon environnement en fait pour expérimenter les choses. Et ça, c'est bien justement, c'est de te dire j'ai tout ça à dispo. Essayons justement de créer des choses, de créer justement des films. Et c'est ça justement, avant tu parlais du Kino Valley, c'est ça aussi, ça permet en fait en quelques jours de dire ok, on va créer quelque chose, on va créer un film ensemble. Il y a des comédiennes, comédiens, il y a des techniciens qui sont là, et on va réaliser en fait un film. Et ça, c'est génial, ce mode-là. Et l'ECAL, c'est combien d'années du coup que tu as fait chez eux? J'ai fait à peu près 5 ans. 5 ans. Normalement, le cursus normal, c'est 3 ans. Et parce que je suis parti, j'ai fait un échange à New York. Donc, c'était génial, partir dans une école de cinéma à l'autre bout du monde. Et c'était vraiment génial, ouais. Et sur ces 5 ans, à partir de quelle année tu t'es dit, tiens, je vais ouvrir Niwi Studio? C'est à quel moment que c'est venu comme une évidence pour toi de dire il faut que je crée ma boîte de prod en parallèle des études? Oui, ça c'est très vite. Alors, c'était quasiment à la sortie de l'ERACOM. Quand j'ai fini l'ERACOM, j'ai directement lancé le Niwi Studio parce que j'avais des mandats. J'avais des clients en fait. Et je me suis dit, c'est l'occasion idéale de créer cette structure. Et puis, j'ai commencé à avoir du matériel, obtenir du matériel, acheter du matériel, louer du matériel. Et petit à petit, ça s'est fait en fait comme ça. Parce qu'en parallèle de ça, justement, j'avais des mandats, mais aussi d'intervention dans les écoles. Donc, intervenir dans les écoles comme cinéaste, cinéaste invité, ou même intervention pratique. Ça veut dire accompagner des équipes pour réaliser leur film.
Donc c'est pour ça que j'avais besoin de cette structure. Tu parlais des clients avant, est-ce qu'ils sont venus un petit peu naturellement à toi ou est-ce que très tôt, tu t'es déjà mis à démarcher ces clients potentiels? Comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là? Alors, ça paraît être un peu bizarre, mais j'ai jamais démarché. J'ai jamais démarché jusqu'à maintenant. C'est parce que les gens, ils entendent « Ah oui, mais tel, en fait, voilà, telle personne fait ça. » Donc, je n'ai jamais eu j'ai jamais eu à toquer aux portes. Génial. J'ai toujours Ah, mais je cherche quelqu'un qui fait ça. Donc, c'est vrai que même... Et encore, mon site internet, j'ai même pas de site internet, c'est horrible. C'est que t'en as pas besoin. J'ai même pas de site internet. Non, mais là, j'y pense parce que je dois absolument mettre tous mes films dessus. Aujourd'hui, ça se fait en claquant des doigts, donc plus d'excuses. Arrête. Mais je dois en faire un aussi, donc. Oh my God, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Mais ça, il faut absolument que je fasse un site internet pour justement regrouper, parce que voilà, autant j'ai fait des projets comme dans les kinos ou bien dans les films, des marathons du film. Donc c'est des projets, donc on va dire spontanés. Mais autant j'ai des projets un peu sur du long terme. Et là, justement, c'est un peu plus pédagogique, donc accompagnement, intervention, en fait, auprès des jeunes ou auprès des enfants. Donc ça, j'aimerais bien aussi mettre ces projets. C'est vrai que c'est un peu il y a plein de projets en cours, quoi. J'aime beaucoup le fait que tu dises que tes clients sont venus un petit peu d'eux-mêmes. Peut-être au-delà des titres qu'on a cités avant te concernant, qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence, justement, pour que les gens te recommandent un peu de bouche à oreille? Quelles sont les qualités que tu as qui font que ça s'est passé tout seul comme ça? Toi, Josua, au-delà des titres. Au-delà des titres, alors, on va dire que je suis assez polyvalent, parce que comme tu as dit avant, je fais pas mal de... Alors maintenant un petit peu moins, mais j'ai fait pas mal de régie. Donc quand tu fais de la régie, tu as accès à tous les départements. Ça, c'est bien. Ça veut dire que tu peux voir un peu comment fonctionne chaque département. Et ce qui est bien, justement, tu n'es pas obligé de démarcher parce que tu connais un peu tous les départements. Quand tu connais un peu tous les départements, ça veut dire que, moi, je touche un peu à tout aussi. Donc, quand tu es un touche à tout, tu peux vraiment dire, OK, je peux utiliser la caméra, je peux faire, caméra donc basique, faire un son, une prise de son, faire du montage un peu basique, etc. Et ça, c'est déjà un plus quand tu es indépendant. Il y avait ça et aussi le réseau. Et ça, c'est important. Le réseau, ça veut dire que si la personne a besoin d'un droniste, alors je ne fais pas des drones, mais par exemple, la personne dit « Ah, mais j'ai envie d'avoir un plan superbe en hauteur ». Voilà, c'est-à-dire que je connais des gens qui connaissent des gens, quoi. Donc le réseau est très important, en fait, dans le domaine, oui. Et peut-être pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un régisseur, est-ce que tu pourrais juste expliquer en quelques mots quelles sont les tâches d'un régisseur sur un plateau? Alors, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types de régisseurs. Il y a ce qu'appelle il y a le régisseur général qui chapeaute en fait toute la logistique d'un tournage. Donc la logistique, c'est tout ce qui est déplacement, l'hébergement, la nourriture et la sécurité aussi du tournage. Et le régisseur s'occupe aussi de tous les lieux de tournage. Pour venir. Donc ici, il faut ouvrir la porte, poser tous les raccords, tout ce qui est électricité, préparer ça donc pour le HMC. Et puis, donc, il y a aussi le régisseur plateau, donc, sur le tournage. Donc, c'est la personne qui va, justement, voir si tout va bien, s'il y a du café, etc. C'est tous les petits bobos, en fait, du plateau sur la scène de tournage. Alors, ce que je fais aussi, c'est tout ce qui est régie, par exemple, avec les talkie-walkie, arrêter la circulation, avec le gilet, se dire, s'il vous plaît, arrêtez, on tourne un film. C'est méga important, ça. Ouais, c'est hyper important. Mais après, c'est vrai que les gens, ils sont toujours là, ils sont toujours pressés, en fait. Les gens sont pressés, ils ont leur vie, et puis, en fait, tu les embêtes plus qu'autre chose avec ton film. Mais après, il faut être diplomate et tout. Voilà. Mais tu constates aussi des fois de l'intérêt, la curiosité, de la fascination, peut-être, sur les projets que tu as eus. Tu as vu ça, ou c'est plutôt de l'agacement de la part des gens? Alors, je dirais plutôt les trois quarts des gens, ils posent des questions. Les gens posent des questions. Ah, mais qu'est-ce que vous faites, etc. C'est quel film? Voilà, c'est quel film? Ah oui, c'est trop bien, ça va passer où? Et c'est hyper bien. Mais après, il y a toujours une petite... c'est quand même une minorité, mais... qui s'intéresse, tu dis.
Alors, non, il y a une grosse majorité qui s'intéresse. D'accord. Voilà. Mais il y a toujours une minorité voilà, qui sont agacés parce que ils doivent aller à tel et tel endroit, ils ne veulent pas être dérangés, etc. quoi. Mais, Leur confort est perturbé. Ouais. Est-ce que pour toi, le régisseur, il éclaire la réalisation ou la réalisation éclaire le régisseur? Comment tu as un peu répondu déjà. Mais, ouais. Alors l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire, pour un bon film, il est important justement que tout roule. Alors moi, j'aime bien dire, il faut que tout roule et la régie sert vraiment à ce que voilà, chaque chose, après aussi chaque personne soit à sa place. Et en tout cas, j'aime bien quand voilà, il y a une personne qui arrive à tel et tel endroit et sait très bien où aller pour faire le HMC, puis après être sur le plateau. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de dire on sait très bien qui est où à tel moment. Puis moi, j'adore quand c'est bien organisé, en fait, sur un tournage. C'est carré. Tu sais, c'est carré. Voilà, il n'y a pas, on a perdu l'acteur principal qui est quelque part là-bas. Non, en fait, ça, c'est bien, justement, d'avoir toujours, en fait, un suivi de chaque personne sur le tournage. Ça va du petit technicien jusqu'à l'acteur principal. On sait exactement où se trouve qui. Et surtout les amener en fait au bon endroit sur le plateau, quoi. T'es un peu le garant de la fluidité du tournage et de la bonne entente finalement entre tout le monde. Et ce que j'aime bien dans ton profil, c'est que tu t'es intéressé rapidement à tous les corps de métier, on peut dire. Du coup, je pense que ça t'aide aussi aujourd'hui à communiquer avec les gens, etc. Et est-ce que dans ce cadre-là, toi, on t'a peut-être manqué de respect, t'as senti qu'il y a un peu des tensions aussi par rapport à cette hiérarchie de plateau. Est-ce que t'as souvent été confronté à ça ou au contraire, ça s'est toujours bien déroulé dans tes projets? Ça s'est toujours bien déroulé parce qu'en fait, les gens, ils savent que si on n'est pas là, il n'y a pas de film. Et ça s'est toujours bien déroulé, et puis il y a toujours du respect aussi. C'est-à-dire que moi, je me souviens sur les grosses séries ici en Suisse où tu servais du café à l'acteur principal, mais te regarde en te remerciant, merci beaucoup pour le café. Voilà, il n'y a pas de mépris ou comme ça. Donc, en tout cas, les gens savent exactement que tu fais ton travail. Donc, c'est un métier comme un autre. Donc, il n'y a pas de hiérarchie ou comme ça. Donc, et ça, c'est hyper bien, en fait. En tout cas, dans le cinéma, c'est assez horizontal, on va dire. Tu peux communiquer avec les actrices et acteurs, tranquillement. Donc, aujourd'hui, tu travailles autant pour des productions que sur les tiennes. Oui. C'est un 50-50. Tu vas me dire, ça dépend des mois, etc. Mais... Ouais, alors, ça dépend vraiment des mois. Donc, comme j'ai dit, je fais aussi de l'enseignement. Et l'enseignement, c'est à 50%. Et après, je fais les projets, on va dire en indépendant, je dirais dans les 40%. Après, je fais tous les projets d'intervention dans les quartiers. Donc, j'habite à Lausanne. Donc, toutes les interventions, en fait, en tant que cinéaste, mais aussi d'accompagner, en fait, les jeunes. Donc, ça, je fais beaucoup, en fait, d'ateliers à Lausanne, dans les quartiers, dans les maisons de quartier. Et c'est vrai qu'après, je compte plus les pourcentages, là. Donc, je passe à 120, 130% à l'heure. Et tu me disais avant, hors champ, que tu as ouvert une autre boîte de prod, Confédération Studio, c'est ça? Oui, exactement. On a ouvert avec un ami une boîte de prod qui s'appelle Confédération Studio et ça fait pas longtemps, hein, ça fait 2 mois maintenant. D'accord. 2 mois, qui est justement spécialisée dans les films. On a aussi mis contenu, mais dans les films dits historiques, donc en lien avec l'histoire. Voilà. Parce qu'on a vu qu'il y avait un manque ici en Suisse de production dédiée en fait à l'histoire. Est-ce que le but, c'est de faire des documentaires par rapport à cette histoire ou au contraire monter des films basés sur l'histoire peut-être de la Suisse, du coup, c'est ça? Oui, exactement. C'est autant documentaire, c'est autant documentaire, autant contenu immersif. Parce qu'on aimerait bien aussi, toucher un peu le domaine de l'immersion, et c'est autant en fait fiction, fiction pure, mais toujours en s'inspirant de l'histoire suisse. Et du coup, Niri, qu'est-ce qu'elle a comme vocation, elle, par rapport à
tu parlais de documentaire, et puis Niri, tu produis tout le reste, j'ai envie de dire, avec Niri, c'est ça? Oui, alors Niri Studio, c'est un peu tout on va dire, le contenu, on va dire, institutionnel, et ça reste en fait tout ce qui est aussi contenu ou intervention pédagogique, suivi de projets avec les jeunes ou avec les enfants. Donc là, ça va toujours rester. L'autre, c'est un peu plus le Confédératio, il va plutôt rester dans le contenu, on va dire, contenu film. Contenu, j'aime pas trop ce mot, ça fait trop TikTok, on peut dire. Le mot contenu, tu dis? Ouais, réseaux contenu, sociaux. ouais, ça fait, contenu, on va faire du contenu. Mais non, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose à valoriser. Donc, c'est plutôt le film, des projets, en fait, historiques, basés sur l'histoire suisse. Et avec ton associé, vous sentez justement qu'il y a une demande à ce niveau-là? Oui. Ou une niche, en tout cas, à prendre pour mettre en lumière, justement, des lieux. Exactement. Et l'histoire suisse, quoi. Oui, il y a là, il y a une sorte de revalorisation, en fait, du patrimoine, exactement. Donc, comment revaloriser tout ça? Voilà, c'est pour ça qu'on a créé, en fait, ce studio, ouais. Et dans tous les projets que tu as fait jusqu'à ce jour, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué? Et si oui, pour quelle raison? Alors, il y a les projets, on va dire, ambitieux. J'aime bien le dire parce que j'avais fait une fois une comédie musicale. Ça m'a dit, mais t'es fou et tout, ça va pas la tête. Alors, j'avais jamais fait de comédie musicale, j'ai jamais fait de musique non plus. Alors, j'ai pas l'oreille, j'ai pas l'oreille musicale. Et je me suis quand même dit, moi, j'adore quand même les comédies musicales. Et pourquoi pas faire une comédie musicale sur 2 jours? Ah ouais, il y avait que 2 jours de tournage. C'est dans le cadre d'un festival de court-métrage à Neuchâtel. Et là, en fait, j'ai commencé à rassembler une équipe. Rassembler une équipe, ça veut dire, alors, on était une 40aine autour du projet, avec premier assistant réal, deuxième assistant réal, un régisseur général et 2-3 en fait régisseurs plateau, avec les chorégraphes, les chorégraphes, 2 chorégraphes d'ailleurs, et 2 compositeurs pour le projet. Et c'était un projet énorme. Personne n'était payé pour ce projet d'ailleurs, mais ce qui était génial, c'était l'engouement en fait autour du projet. C'est-à-dire, ça te dit de faire un projet, une comédie musicale sur 2 jours. Alors 2 jours de tournage, mais par contre il y a la prépa avant. Et les gens ils sont chauds en fait. Ça, Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais expérimenté ça. Moi non plus d'ailleurs. C'était une découverte pour tout le monde. Voilà, c'est ça. C'était une grosse découverte pour tout le monde. Et on s'est dit, pourquoi pas. En gros, on n'a rien à perdre, du gros challenge, on y va. Et ça, c'était très ambitieux. Et c'est ça que j'aime bien justement dans ce genre de projet, c'est le côté où, ok, on se met tous ensemble et on va s'aider. C'est-à-dire que j'avais quand même, j'étais aidé par, je tenais quand même à remercier mon second assistant réal qui, lui, avait l'oreille musicale et qui pouvait traduire musicalement ce que j'avais envie. Voilà, parce que, d'un coup, j'avais besoin de tel son, tel et tel rythme. Ouais. Et lui le traduisait musicalement, en fait, aux musiciens. Donc toi, t'étais réal sur ce projet? Oui, j'étais réal, ouais. J'étais réal sur ce projet, ouais. Incroyable. Et là, justement, c'est intéressant comment travailler là-dessus, parce que du coup, l'intention, en fait, scénaristique est traduite en musique par quelqu'un et qui va le traduire justement à travers des notes. Puis après, quand tu arrives en fait sur le tournage, alors toute la musique a été enregistrée. Quand tu arrives sur le tournage, t'as la musique et du coup t'as les voix, t'as les chants et tout. Et là tu te dis on a quand même réussi quelque chose quoi. Et donc ça c'est le côté un peu ambitieux. Je me dis à chaque fois mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais fou à l'époque. On a plus 20 ans le truc. Mais t'es toujours chaud. Non, on est toujours chaud. Ouais. Non, on est toujours chaud. Ouais. Donc voilà. Ça, c'était un projet, mais j'aimerais bien en refaire un. Ouais. L'appel est lancé. Voilà, n'hésitez pas si jamais. Faites des comédies musicales, mais faites des projets aussi, c'est ça. Des projets qui sortent un petit peu d'ordinaire, qui sortent de la marge un peu. Voilà, sortir du champ, quoi. Faire du hors-champ, quoi. Voilà, je pense que c'est important. Sortez du cadre, ouais. Ça me permet de rebondir parce que tu l'as dit, c'est un travail d'équipe. Oui. Est-ce que toi, tu penses que la bonne cohésion de groupe,
se reflète ou pas sur un projet? Tu fais un projet, l'équipe s'entend pas très bien. Est-ce que tu penses que ça se ressent dans le résultat final, quel que soit le projet finalement? Il y a eu des films où tu sens dans le projet que ils en ont bavé, quoi. Et ça, je pense, je sais pas comment dire, c'est le... Tu le vois dans le résultat, toi, qu'ils en ont bavé? Ouais, si. T'arrives à le sentir? Ouais, si. Tu sens dans le jeu, tu sens dans le... La frustration? Ouais, tu sens la frustration, okay. Mais en fait, tu arrives quand même à ressentir que les gens en ont bavé. C'est pour ça qu'on aime bien dire en régie, c'est la première chose qu'on dit en régie, c'est il faut que les gens mangent bien, pour que ils soient ils soient rassasiés. C'est méga important. Et ils soient contents, heureux d'être là, etc. pour pouvoir performer bien. Et ça, c'est important, parce que moi, j'accorde toujours de l'importance en fait, à la nourriture. C'est toujours que les personnes soient bien en fait, à l'aise, proposer le café, est-ce qu'ils veulent des fruits, des pièces du biscuit, etc. Les chouchouter pour qu'ils puissent bien performer en fait, devant la caméra. Donc, voilà, je dirais c'est pas grâce au petit biscuit que tu as donné, mais c'est un petit c'est un petit quelque chose. Donc, c'est important justement qu'il y ait une bonne cohésion dans l'équipe. Et ça va se ressentir, de toute façon. C'est clair, si t'arrives, t'as une équipe qui est tout comme ça, là, tout gna, et t'es là, je vais partir, je crois. Voilà, c'est important, justement, cette cohésion. C'est vrai que le break, la pause repas, c'est un peu le seul moment de cohésion en off, no stress, que l'équipe a, finalement, en parallèle des répètes ou du tournage. Exactement. J'aimerais qu'on revienne sur ton projet que tu as fait en 2015, Nirin, que tu as tourné à Madagascar avec des enfants qui n'étaient pas professionnels, du coup. Ce choix-là, c'était quoi? C'était pour te reconnecter à toi? Tu voulais justement partager un peu tes origines ici en Suisse? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce projet, en quelques mots? Le projet Nirin, ça a pris pas mal d'années, dans le sens où le fait de revenir dans son passé, sortir un petit peu les histoires, en fait, sortir les souvenirs, je me dis ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et il s'est avéré que là, j'avais la possibilité, en fait, à l'école de faire un film là-dessus. À l'école. À l'école, exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, je me dis, je vais quand même écrire un film à partir de mes souvenirs. Et à partir de ces souvenirs-là, j'ai fait un scénario. Et avec les personnages, donc avec les enfants. Et puis, ce qui allait être hyper compliqué. Parce que tourner avec des enfants, c'est toujours compliqué. On m'a averti, dit, pas les enfants. La règle d'or, c'est la météo, les enfants, attention. Et même les animaux, d'ailleurs. Mais les enfants, c'est important, de bien les cadrer, d'être toujours à l'écoute, voilà. Et, informer les parents. Informer, bien sûr, les parents, ça c'est important. Et après, je suis parti donc avec le scénario en main, avec déjà une partie avec un contact sur place à Madagascar. Et on est parti dans les rues de la capitale, à Tananarive. Et là, c'était la galère. Pour trouver les enfants, tu dis? Pour trouver les enfants, c'est chaud. Oui, c'est ce qui est normal, parce qu'on peut... Alors, on allait dans la rue et puis on trouvait des enfants. On allait leur demander, tu veux faire un film avec nous? C'était galère. Alors, c'est un peu glauque, dit comme ça, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pas dû faire comme ça. Mais là, on a pu trouver des mamans qui étaient avec leurs enfants. Donc, on a fait le casting sauvage. T'avais besoin de beaucoup d'enfants? J'avais besoin de 3 enfants. Après, c'est des enfants qui ont 3, 5 et 6 ans. Donc, c'était tout petit. Et on s'est dit, on fait casting sauvage. Après, on est parti plutôt sur on va aller dans les écoles de théâtre. Mais les écoles de théâtre, à 6 ans, c'était pas possible. Pourquoi c'était pas possible, parenthèse? En fait, il y a peu d'enfants qui vont à cet âge-là. Il y a peu d'écoles aussi. Il y a peu d'écoles et donc, peu d'enfants qui faisaient ça. Et comment on avait fait déjà? On est allé dans une école et là, on a rencontré un enfant
Et ça, c'était le coup de foudre direct. Parce que je me dis, ah, mais j'arrive à me reconnaître dans cet enfant. Parce que tu racontais ton histoire. Hein, ouais, exactement. Comme le film, c'était en partie biographique, je racontais donc mon histoire, mon vécu, et j'arrivais à me reconnaître en fait dans les yeux de cet enfant. Et c'est pour ça on est arrivé vers lui, on lui a posé quelques questions, après qui nous a amenés à sa maman. Et sa maman était d'accord que son enfant participe au film. Et il y avait son petit frère à côté, qui était aussi, et qui voulait faire. Et on a aussi engagé la maman, voilà, la maman directe aussi. Et il y avait aussi le côté authentique qui était important, parce qu'on avait aussi fait appel à une agence, Malgache. malgache, et qui était spécialisée dans la publicité. Donc on a fait des castings, et il n'y avait pas ce côté dans le regard en fait des enfants. Lors des castings avec les enfants via l'agence, il n'y avait pas, il y avait dans leur regard déjà quelque chose. Ils ont perdu en fait un peu leur naïveté, on va dire leur découverte de la vie. Et ces enfants étaient déjà en guillemets formatés pour du coup ça matchait pas pour le projet. Et quand on a découvert ces enfants après, c'est tout de suite la révélation, parce qu'il y avait encore dans les yeux de ces enfants quelque chose d'un peu, on a envie de découvrir des choses. Et c'est parti en fait très vite dans la production. On a fait des essais, on a fait des tests, et ça marchait super bien. Alors on a beaucoup tourné, parce que c'était vraiment en mode documentaire pour le coup. C'est-à-dire c'est des heures de rush. Les enfants étaient habillés dès le matin pour aller sur le tournage. Donc on filmait tout en fait dès le moment où on allait chercher les enfants. Donc les enfants étaient habillés, on filmait toute la scène, et en fait il y a des scènes de préparation qui sont dans le film, des scènes où on n'est même pas encore sur le plateau, qui sont déjà filmées. Donc les enfants étaient habitués à être filmés, ils regardaient plus la caméra, etc. Donc alors c'était un long processus, et ça avec les enfants c'est très important de vraiment prendre le temps. Voilà, il faut pas les brusquer. Et surtout d'être à leur écoute, et surtout de dire à Taku, ok, pour avoir justement ces émotions-là, il faut faire ça, il faut pas leur donner les mots, voilà. Il faut éviter de dire, t'arrives à dire ça. Du coup, ils vont le dire, ils vont imiter. L'enfant va t'imiter toi en tant qu'adulte. Et ça aussi, c'était là, tout le travail de la réécriture, parce que le scénario a été écrit par un adulte, ici en Suisse, et du coup il y a toute la réécriture où le scénario on l'a réécrit là-bas, donc à Madagascar, avec la réalité du terrain et avec les paroles des enfants. Donc ça c'est important, de vraiment prendre le temps d'être à hauteur en fait de ces enfants. Et quelle a été la portée de ce film ? C'était un court-métrage. Oui, c'était un court-métrage. Tu l'as montré à Madagascar et en Suisse ? Oui, exactement. On avait fait l'avant-première avec les enfants là-bas, à Tananarive, avec avec la maman, avec les frères et sœurs. Ils étaient venus en nombre au cinéma. Et déjà, ça leur faisait tout bizarre. Ils nous ont raconté, ça faisait tout bizarre de voir ce grand écran. Et surtout... de voir, parce qu'après ils ont dit aussi, on a fait tout ça, parce que c'était quand même un mois où on était ensemble, mais il y avait une semaine de tournage, mais il y avait un mois où on était ensemble, et pour un film de 15 minutes, donc c'est assez petit, hein. Et en tout cas ils étaient assez étonnés par le résultat, donc mais c'était très content. On a gagné un prix, le petit a gagné un prix, donc non, c'était merveilleux, quoi. Donc les prix dont tu parles, ils ont été gagnés à Madagascar ? Oui, exactement. Et en Suisse, quelle a été la portée de ce court-métrage pour toi ? Ouais. Alors en Suisse, il a fait pas mal de festivals, et j'étais assez content parce qu'il a beaucoup tourné, autant dans les festivals, on va dire grand public, autant dans les festivals de niche. On appelle ça les festivals de niche ou festivals de cinéma en fait orientés continent africain, ou dans les festivals orientés jeune public. Voilà, c'est quand même un film aussi pour les enfants. Et d'ailleurs, la plupart des projections
public était pour les enfants. Jeune public. Et ça, je m'attendais pas, parce que c'est un film quand même qui est assez dur. Qui montre ta réalité. Voilà, ça montre une certaine réalité, une réalité assez crue, mais les enfants, en fait, étaient assez preneurs, en fait, de ça. Et ils posaient beaucoup de questions, en fait, lors des échanges après le film. En tout cas, les enfants étaient « Ah, mais pourquoi tel, nanana ?» Et c'était... Ouais. Alors moi, je trouve que, justement, les meilleurs échanges, c'était avec les enfants. Parce que là, il n'y avait pas de filtre. Donc autant à Madagascar qu'en Suisse. Autant à Madagascar qu'en Suisse, les meilleurs échanges, en fait, après le film, c'est toujours avec les enfants, parce que, voilà, en tant qu'adulte, tu es là, ah, mais j'ose peut-être pas poser ces questions, ça va le... Non, alors les enfants, pas de filtre, ils vont dire, mais pourquoi tel a fait ça, etc. Et ça, c'est génial. Mais c'est aussi ça, quand on fait des films, quand on fait les films avec les enfants, ils n'ont pas de filtre, hein, ils n'ont pas de, ah, mais... ça va jamais marcher, etc. Non, en fait, ce qui est bien avec les enfants, c'est que ils n'ont pas de limite dans l'imaginaire, où ils vont pas se poser la question du ah mais ça va pas être possible. Et c'est ça qui est bien. C'est quand tu fais des films avec les enfants, tu peux écrire oui, en fait ça va exploser ici. Il y a une princesse qui va courir ici, nanana. Il y a un dragon, nanana. Mais toi, tu te poses pas la question du ah oui, mais ça va pas on pourra pas le faire. Donc c'est l'imagination en fait des enfants qui est géniale. Ouais. Mm-hmm. Peut-être en une phrase ou deux, c'est quoi le message finalement international que tu as mis dans ce court-métrage que tu as souhaité communiquer à travers ce court-métrage? Je pense qu'il y a des histoires universelles. Peu importe où on est, voilà, peu importe où on habite, peu importe où on a grandi, il y a des choses en fait qui se passent et que nous on n'a pas contrôle, mais qu'on arrive quand même à surmonter en fait. Et ça c'est un peu le message où dire on arrive à toujours en fait guérir de son passé avec soi. Je sais pas si ça se dit ça, mais ça je pense c'est important. Voilà. Et peut-être pour revenir sur le marché de l'industrie du cinéma en Suisse, toi tu vois de belles perspectives ou est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? Quel est ton ressenti un peu par rapport à la situation de l'industrie du cinéma en Suisse aujourd'hui? Je pense que c'est important. C'est important de mettre en avant la relève. Ça, c'est très important. Mettre en avant la relève. À tous les niveaux? Oui, à tous les niveaux. Ça veut dire autant, dans tout ce qui est technique, dans tout ce qui est jeu, mais aussi dans tout ce qui est idée, histoire. Et ça, c'est important, c'est la première chose. Et c'est de soutenir, en fait, des nouvelles forces, des nouvelles propositions. Et ça, je pense qu'actuellement, c'est toujours délicat de dire, mon projet ne va pas être accepté parce que il est trop comme ça. Mon projet, il est pas assez dans les normes. Mon projet ne coche pas toutes les cases d'un projet typique, en fait, suisse. Alors, si j'ose typique suisse, c'est un peu... Au niveau des thématiques à aborder, soit au niveau des thématiques, ou soit au niveau des thématiques, ou soit même en termes de scénario, hein, tout bête, en termes d'idées. Pour l'audience aussi. Audience, le genre aussi. Le genre, c'est à la mode, tout ce qui est flic... Banque. Excuse-moi. Non, ouais. C'est vrai, c'est factuel ce que tu dis. Monsieur Monard, je m'excuse. Donc toi, tu souhaiterais aborder d'autres facettes de la Suisse, en fait. Ouais, si. Mais je pense qu'il y a un potentiel énorme en Suisse de faire d'autres projets, plutôt diversifiés, et il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire de ne pas avoir peur, c'est-à-dire de dire, ok, il y a ce potentiel-là, mais c'est de donner la possibilité aux jeunes réals de tenter en fait les expériences. Donc les financer voilà, ça. Autant dans le financement, autant justement de dire, j'ai un projet, comment est-ce que je peux avoir de l'aide à l'écriture, en fait, par exemple pour ce projet-là, qui ne coche pas forcément toutes les cases, habituelles. Mais habituel, mais voilà, j'ai ce projet-là. Comment est-ce que je peux en fait être financé par ça? Et puis même, là, il y a plus d'aide à l'écriture, par exemple, pour tout ce qui est court-métrage. Et ça, c'est dommage, mais bon. C'est la base. Ouais, ça, c'est la base, l'écriture, l'histoire. Donc, voilà. Et je pense que voilà. Et
je trouve toujours qu'il manque toujours cette plateforme en Suisse, un peu Netflix. Mais là, c'est la musique d'avenir, parce que je me réjouis de voir ce que la RTS va proposer. Bon, en tout cas, t'y crois. Oui, non. L'appel est lancé, on est aussi là pour ça, mais ouais, intéressant. Donc, je pense que c'est le côté où Alors, moi, j'aime bien utiliser cette expression, c'est voir plus loin que le bout de son lac. J'aime beaucoup. Voilà, c'est de dire, oui, en fait, il y a d'autres histoires, il y a d'autres possibilités, et puis c'est d'offrir plus d'opportunités, en fait, pour les jeunes réals, de dire, voilà, il y a ce projet, est-ce qu'on va le soutenir ou pas, etc. Donc, voilà, je me dis, il faut un peu plus d'ouverture, ouais. Et toi, aux jeunes que tu accompagnes, c'est une réalité que tu leur partages aussi, tout en leur donnant, j'imagine, de la force et puis il y a de l'espoir, quoi. Je veux dire, oui. Tu ferais pas tout ça si on n'avait pas, j'imagine. Donc. C'est-à-dire que dans les projets, en tout cas, alors personnellement, j'essaye de dire, là, vous avez carte blanche. Ça, j'adore dire. De dire, vous avez carte blanche. Après, on va regarder un peu en termes de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Mais c'est de dire, voilà, vous avez carte blanche. C'est votre parole, c'est vous, c'est votre vision de la vie, etc. Qu'est-ce qui émane d'eux Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de... Non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça, parce que... Non, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de formatage direct. Voilà, vous êtes libre là-dedans. Après, petit à petit, on va essayer de construire en fait une histoire à travers ce que elles et eux vont raconter, quoi. Et par rapport aux réseaux sociaux, c'est quoi aujourd'hui, de ton point de vue, l'importance des réseaux sociaux dans le marché du cinéma en Suisse et peut-être plus généralement à l'international? Je pense qu'on va de plus en plus dans tout ce qui... Voilà, moi j'ai mon téléphone ici, donc voilà, je consomme du contenu, comme j'ai dit avant, le contenu, je le consomme ici directement sur mon téléphone. Après, c'est vrai que j'ai pas encore regardé de films ou de courts-métrages sur mon téléphone. Moi, j'aime bien justement me poser. C'est pour ça que quand je demande à quelqu'un, envoie-moi un lien de ton film, j'attends d'être à la maison, d'être en condition, voilà, pour bien regarder son film. Je sais que la personne il y a quand même eu un travail derrière. Et c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, j'avais vu l'autre jour, il y a bientôt, d'ailleurs ça va arriver, et c'est déjà le cas dans certains pays, il y a les micro-dramas. C'est des séries avec des épisodes qui durent 30 secondes, entre 30 et 2 minutes. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est intéressant dans le sens où maintenant les gens ils consomment assez vite et t'es dans le train, t'es dans le métro, et puis tu vas regarder ton épisode et tu passes à la suite, etc. Donc il y a une sorte de consommation en fait de contenu. Bien sûr, ça va, ce genre de projet-là, de micro-drama, t'es obligé de faire la chaîne pour que ce soit rentable. Et après, ils vont pas miser sur par exemple, le scénario. Les conditions de tournage sont un peu catastrophiques. Les détails se voient beaucoup moins sur un petit écran que sur un grand. Voilà, du coup, ils vont pas... tout ce qui est composition, il faut oublier, etc. Budget, le travail, même le budget, tout est hyper limité, quoi. Mais je pense, et ça aussi, c'est un projet que j'aimerais bien mettre en place. C'est pour ça que je parlais avant d'un site qui regroupe en fait des films. C'est que j'aimerais bien mettre en place en fait ça, mais le contenu réalisé par les jeunes. Ça veut dire, alors attention derrière, c'est de dire il y a une plateforme et en fait cette plateforme c'est que du contenu, que des films, que des projets qui ont été réalisés par et pour des jeunes, quoi. En Suisse. En Suisse, ouais, exactement. Et alors, c'est des projets où il y a quand même des thématiques, c'est quand même assez profond et tout. Voilà, c'est léché, il y a quand même un petit budget. Donc ça, c'est en cours. Et je me dis, parce qu'il n'y a pas à part TikTok ou Snap, etc., ou Insta, où regarder en fait le contenu. C'est quoi la plateforme. Donc sans t'as coup atterrir, t'as coup sur des vidéos, des pubs, etc., donc voilà, c'est une plateforme dédiée à ça. Mais du coup, ça pourrait être une plateforme qui regroupe par exemple des projets faits par exemple pour le 48 heures du film ou d'autres festivals comme ça, par des prods suisses, oui. des réals suisses. Oui, exactement, ouais, c'est ça. Excellent. Ça peut être fait partie. Et par rapport à ça, l'IA,
évidemment. Ah! Pour toi, c'est un avantage ou c'est au contraire red flag, attention, faut se méfier? L'IA, ouais, là, c'est la grosse question, hein. Et c'est vrai que quand tu, par exemple, quand je fais des interventions auprès des jeunes, voilà, ou même à l'école, voilà, la plupart des jeunes utilisent déjà l'IA, voilà, soit en termes d'écriture, ou même à trouver des idées. Et ça, bah, j'étais témoin, tout à coup j'ai vu une élève pondre une idée de film. Voilà, parce que je leur ai juste donné un petit contexte, voilà, le petit synopsis. Maintenant, voilà, vous allez me faire un petit film là-dessus. Pof, copier-coller ChatGPT, et t'as déjà le script avec les plans. Là, je me dis, mais c'est trop, en fait, c'est too much. Voilà, l'idée, c'est quand même que vous réfléchissiez à chaque plan. Après, voilà, je parle pas de tout ce qui est génération d'images, etc. Mais, alors, moi, personnellement, j'utilise l'IA. Alors, vraiment Pour les cas spécifiques. Dans les cas spécifiques. Là, moi, je l'utilise pour reformuler des phrases. Tout à coup, il y a des doublures de mots, etc. Et il y a ça. Et aussi, pour la première fois, je l'ai utilisé. Alors, c'est dans une séquence où il y a l'acteur donc principal marche et à un moment donné, il a des souvenirs. Voilà, il a des souvenirs de son enfant à travers des objets. Et ces objets, en fait, flottent, voilà, dans les airs ou tout à coup, un objet apparaît dans le couloir. Alors ça, je suis très nul en effets spéciaux. C'est ce qu'on appelle VFX. Les VFX, voilà. Je suis désolé pour les personnes qui font les VFX, mais j'avais pas le temps, malheureusement, et pas les moyens, parce qu'il me restait que quelques jours, voilà, de faire appel à une équipe. Et j'ai pu le faire grâce à l'IA, voilà, à l'intelligence artificielle, pour générer en fait des objets dans une vidéo spécifique. Oui. Mais après, je pense qu'il y a ce qui est très important, et c'est ce que je dis aux jeunes et aux élèves, c'est que l'idée doit rester, l'idée doit rester humaine. C'est-à-dire que l'idée doit venir de vous, et pas juste de faire pondre, ok, ponds-moi un film. Et voilà, ça c'est important de dire, voilà, c'est quand même toi qui as eu l'idée de ça. Et c'est comment est-ce que tu vas utiliser l'IA pour t'aider en fait, tout à coup, à réaliser quelque chose. Mais essaie quand même de trouver d'abord des solutions par toi-même. Si tu vois que tu ne trouves pas de solution, voilà, au dernier recours, utilise ça, oui. Et peut-être maintenant une question un peu plus personnelle. Dans ton parcours, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit j'arrête tout, j'en ai marre, ou au contraire, tu as toujours eu ce feu intérieur pour te maintenir éveillé et vif? Ouais. Alors non. Je crois que je me suis jamais remis en question, en fait, dans ce que je faisais et dans ce que je fais encore actuellement. Et ce qui est bien, en fait, c'est vraiment le côté où tu fais et c'est ta passion. C'est comme, moi j'aime bien dire, si tu te lèves le matin avec le sourire, avec la banane, j'ai toujours une banane le matin, avec la banane, c'est bon. C'est-à-dire que tu vas quand même, voilà, tu vas te réveiller, tu vas faire ce que tu aimes. Et ça, c'est important quand tu avances dans la vie, si tu n'aimes pas faire ce que tu fais, pourquoi tu le fais en fait, voilà. Mais après, c'est toujours à rallier les deux. C'est la passion, mais aussi c'est ton métier. Et ça, c'est important justement de garder toujours cet équilibre-là, quoi. Donc ouais, à aucun moment en fait je me suis dit non, j'arrête. Avant, on parlait de ton projet Nirine, oui. De ton parcours que tu as raconté dans ce court-métrage. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, il y a encore cet enfant intérieur qui est là avec toi, qui vit en toi? Tu le ressens? Cette naïveté aussi Non, oui, je l'ai toujours en moi. Et ça, c'est bien, parce que je pense que le jour où, entre guillemets, disparaît, là, ça va être catastrophique. Non, je rigole, mais ça va être un peu... ça va être très bizarre. Ça serait différent. Ça sera différent, et je pense qu'on doit avoir toujours ce côté un petit peu, enfant, notre côté un peu enfantin, de découvrir les choses, de pas avoir peur tout à coup, d'entrer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, de sortir un peu de sa zone de confort, d'être surpris par quelque chose, surpris par la vie, surpris par une rencontre, etc. Et ça, il y a aussi le côté joueur que j'aime bien, dans le sens où c'est vrai que quand on grandit,
il y a moins ce côté où il y a moins ce côté en fait amusement. Il y a moins ce côté un peu où t'as envie de titiller un peu les gens en fait. Et je pense il faut toujours garder cette petite lueur d'enfance au fond de soi. C'est très important. Et de faire ce pourquoi tu es fait contribue à ça aussi, oui, selon toi. Bien sûr, oui. Et si tu pouvais réaliser demain encore un autre projet, un projet que tu rêves, ça serait lequel en quelques mots? T'as un objectif un peu big objectif comme ça? Big objectif, moi c'est une série. Série? Ouais, une série sur l'histoire suisse. Alors, l'histoire suisse, c'est... moi j'adore en fait la période médiévale. Et moi j'ai toujours en fait c'est pour ça qu'on a créé ce studio. C'est pour justement mettre en valeur l'histoire suisse. Et on a dans l'idée de réaliser une série médiévale de l'histoire suisse et surtout la bataille de Grand-Sang et de Morat. La fameuse. Cette période-là. Donc, s'il y a vraiment un projet, ce serait celui-là, parce qu'il implique beaucoup de budget, etc. Donc, ça, c'est un peu en tout cas, si j'ai les moyens, je le ferai maintenant, quoi. Je partirai de l'interview. Merci beaucoup, au revoir. Ah, je sais, c'est où? C'est bon, si jamais. On a besoin de moula. La moula. Aussi, après, il n'y a pas que la moula, mais aussi des gens, des gens autour qui croient au projet et puis qui sont chauds, quoi, à partir. Donc, c'est il y a de quoi faire, en tout cas. Je finirai peut-être par une dernière question. Et oui, c'est presque déjà la fin, les amis. Tu te sens plus suisse ou malgache? Moi, je me suis toujours posé cette question. Ah oui? Ah oui, moi, en fait, c'est une question que je me pose pas. C'est seulement les autres qui te posent. Alors moi, je me suis jamais posé cette question. C'est plutôt le regard des autres. Ils disent, ah ouais, tu vois dans le regard des autres que t'es étranger, on va dire. T'es étranger au pays, etc. Ou typiquement, t'es, par exemple, mais toi, tu viens pas d'ici, mais tu as quelle origine? Et le fait de dire ça à quelqu'un signifie que tu t'es pas d'ici, quoi. Et c'est plutôt les autres. Alors, moi, je me sens intérieurement, malgache ou suisse. Je suis les deux. D'ailleurs, j'ai pris mon petit haut malgache. Je pense que, j'aime pas trop me poser cette question parce que je me sens autant à l'aise, autant en Suisse qu'à Madagascar. Et c'est plutôt le regard des autres. Donc, à Madagascar, de temps en temps, d'un coup, je me sens suisse. Parce que les autres qui me disent, mais tu parles pas la langue. Du coup, tu viens d'où? Le malgache. Le malgache. Et ici, il était un peu basané, là. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est là-bas. Désolé. Donc voilà. Mais après, je me suis jamais posé cette question. En tout cas, je me suis posé la question, mais très rarement. Donc ouais. Bon, en tout cas, tu le prends positivement. Oui, et en plus, tu veux défendre l'histoire suisse. Donc pour ça, merci. Ouais. Et merci d'être venu, nous avoir parlé un petit peu de toi. Merci. Voilà, on est au terme de cet épisode. On veut remercier l'atelier Ivoire qui nous reçoit aujourd'hui ici à Genève. Remercier Léa qui nous couvre pour les BTS. Remercier Charlie pour ce set incroyable qu'il nous a préparé. Merci à Gabriel pour tout ce qui est son, ingé son. Et merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne pour la réalisation de ces magnifiques podcasts. Donc, et merci surtout à vous qui nous regardez de plus en plus nombreux. On est partout. Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Donc, continuez à nous suivre. On va continuer à vous partager des magnifiques histoires sur le cinéma suisse en particulier. Donc merci pour tout ça et à très vite. Bisous, du love. Ciao.